Bonjour, loi industrie verte, volets environnementaux, urbanistiques et achats publics. Alors une loi est adoptée pour tenter de rendre compatibles des injonctions importantes, mais potentiellement contradictoires. On veut décarboner nos sociétés, on veut réindustrialiser ce qui peut sembler contradictoire avec la décarbonation. Oui, pas forcément si on prend en compte les coûts carbone de transport et le fait que la production est moins décarbonée dans les pays où beaucoup d'industries se trouvent aujourd'hui. Oui, mais tout ceci va entrer en contradiction avec les difficultés consistant à respecter les règles en matière de ZAN. Et puis on a aussi une réponse, y compris économique, face notamment à la fameuse loi IRA américaine. Pour tout ceci, donc, une loi est adoptée, assez consensuelle, entre les deux chambres, du 23 octobre 2023, relative à l'industrie verte. J'ai voulu vous poser des questions parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte, même si on n'est pas sur un territoire à proprement parler industriel. Bonjour à tous les trois. Bonjour Eric, bonjour à tous. D'abord, quel est le volet commande publique de cette loi qui va tous vous concerner ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, deux nouveaux motifs d'exclusion de marché public. D'abord, pour les entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis, deuxièmement, pour celles qui ne respectent pas leurs engagements de publication d'informations en matière de durabilité. Avec une ordonnance à venir, les collectivités locales pourront choisir ou non d'appliquer ces deux motifs d'exclusion. Après, sur les SPASER, les fameux, les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables pour ceux qui ne connaissent encore pas le mot SPASER, donc qui concerne désormais tous les acheteurs, dont l'État et les établissements publics. Et il y a une nouveauté, désormais donc les personnes publiques pourront mutualiser l'élaboration d'un SPASER, mais évidemment dans ces cas, les indicateurs sont établis pour chaque acheteur public, bien sûr. Autre chose, c'est les fameux critères environnementaux. Les marchés publics devront prendre en compte des critères environnementaux dès juillet 2024 pour certains produits clés de la décarbonation, voitures électriques, pompes à chaleur, etc. Sur le reste, sur les autres marchés publics, sur les critères, entre maintenant et le 22 août 2026, la loi insère une disposition qui disparaîtra donc à cette date-là, qui indique que le marché est attribué aux soumissionnaires ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère prix ou du coût. Et du coup, on prend en compte plusieurs critères non discriminatoires, dont des critères environnementaux ou sociaux. Le 22 août 2026, au moins un des critères devra être environnemental. Aussi, il y a une plus grande faculté à déroger à l'allotissement obligatoire, ainsi que règles de durée des accords cadres pour les entités adjudicatrices dont les activités, notamment de production et distribution d'énergie, de traitement et distribution d'eau ou de transport de passagers, jouent un rôle moteur dans la transition énergétique nationale. Il y a aussi, dernière chose, de plus grande souplesse en matière de présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Donc, on revient un peu à cette possibilité de faire d'offres variables par rapport aux lots qu'une société pourra obtenir. Ça sera possible, ça, pour des marchés dont la valeur va dépasser un certain seuil qui sera fixé plus tard par voie réglementaire. Et quid du volet, Yann, environnemental de cette loi ? L'État devra élaborer une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période de 2023 à 2030. On trouve énormément d'éléments dans cette loi en matière environnementale, évidemment. Plusieurs dispositions améliorent et accélèrent les procédures et les dépollutions. Notamment, pour réhabiliter plus rapidement des friches industrielles, la procédure de cessation d'activité des anciens sites industriels est facilitée. Également, on trouvera des possibilités de compensation par anticipation pour certains projets industriels. Tout comme on aura aussi des mises en priorité des frais qui sont mis de côté pour la dépollution en cas de liquidation d'entreprise. Tout ceci donc pour faciliter évidemment l'absence de friches industrielles. On aura aussi une simplification de la procédure d'autorisation environnementale avec notamment l'instruction et la consultation du public qui auront lieu en parallèle et non plus de manière séquentielle. L'objectif ici est de diviser par 2 les délais de délivrance des autorisations. On estime qu'on passerait de 9 mois au lieu de 17 mois environ. Après, comme chacun sait, sur les autorisations environnementales, les délais sont parfois liés aussi
à tous ces à côté d'instructions qui peuvent être plus ou moins longs. L'amende administrative en cas de transfert illicite des déchets hors de France est mise en place également par cette loi, ainsi que la modification de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable sur les ombrières, ce qui permet de donner du temps, à savoir 1 an et demi de plus, à l'industrie nationale pour décoller en la matière. Également, la mise en place d'un plan épargne avenir climat, le PEAC, qui sera destiné aux jeunes de moins de 21 ans. Ce produit pourra être distribué par les banques et les assurances et il pourra être ouvert par les parents dès la naissance de leur enfant. Ces revenus vont être totalement exonérés d'impôts et de cotisations sociales. On retrouve également, toujours en matière un peu bancaire, l'assurance vie et les plans épargne retraite qui permettront de financer davantage la décarbonation des petites et moyennes entreprises ainsi que celle des intermédiaires. Également, les entreprises bénéficiaires d'aides publiques à la transition écologique et énergétique de l'État et de ses opérateurs, en particulier l'ADEME ou BPI-France, devront mesurer leur impact environnemental via un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, BGES. Les entreprises de 50 à 500 salariés seront soumises à un bilan simplifié. Également, on trouve l'insertion d'un volet planification du foncier industriel via les SRADET, ainsi que les PADUC en Corse et les SDRIF évidemment en Ile-de-France ou les SAR dans une partie des Outre-mer, qui devront intégrer un objectif en matière de développement des activités industrielles. De manière générale, il n'y a pas de délai par rapport aux SRADET, donc il est important que les SRADET qui sont là en cours de modification s'imprègnent de cette loi pour être évidemment conformes à celle-ci, puisque, comme vous le savez, les SRADET bénéficient de la procédure de modification dès lors qu'il s'agit de se mettre en conformité avec la législation en vigueur. Ensuite, vous trouverez également en matière environnementale diverses souplesses nouvelles en matière d'urbanisme ainsi que pour les volets espèces protégées qui seront vus avec le volet urbanistique. Et passons à toi maintenant Nicolas, quid du volet aménagement de cette loi ? Alors, la loi prévoit effectivement certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le premier rapport de cette loi, c'est un enrichissement des SRADET, puisque désormais ils devront contenir un volet lié à la planification du foncier industriel. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus, puisque Yann en a déjà parlé. En revanche, la loi prévoit également, pour les zones caractérisées par un fort développement industriel et économique, désormais la loi prévoit que les différentes procédures de concertation avec le public dans le cadre de différents projets pourront être mutualisées à l'échelle d'un même territoire. Et enfin, la loi prévoit la mise en place de procédures exceptionnelles pour certains projets, notamment les projets industriels d'intérêt majeur ou les projets qui font l'objet d'une reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Dans ce cas-là, la loi prévoit que des procédures exceptionnelles et plus rapides pourront être mises en œuvre afin d'assurer la mise en compatibilité des documents locaux d'urbanisme avec le projet. Et la loi prévoit également que la compétence pour délivrer les permis de construire pour les projets en question sera attribuée à l'État et non plus aux collectivités qui normalement étaient compétentes. Même si la loi prévoit une soupape, prévoyant que ces différentes collectivités devront donner leur accord pour la délivrance des permis. Merci à tous les trois. Merci, au revoir à tous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de ceci pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.